Vous voulez vraiment me faire croire que ce tas de ferraille est ce qui empêche tout notre bataillon d'avancer. Ces mots résonnèrent comme un coup de fouet dans le parc automobile, empreints d'une arrogance frustrée que seul un homme dont la réputation s'effondrait en temps réel pouvait afficher. Le sergent-chef Marcus Chen se tenait à côté de l'énorme coque du char M1 Abrams, dont le moteur à turbine de 1500 chevaux était aussi silencieux qu'une tombe. Depuis 6 jours, cette machine de guerre de 70 tonnes n'était rien d'autre qu'un presse-papier coûteux, vaincu par un fantôme mécanique qui avait transformé les meilleurs techniciens de la base en amateurs désorientés. L'équipe de Chen avait tout essayé. Des diagnostics informatisés valant plus cher que la plupart des maisons. Des pièces de rechange acheminées par avion depuis Détroit aux frais du contribuable. Des vidéoconférences avec les ingénieurs de General Dynamics qui parlaient dans un jargon technique impressionnant, mais qui ne résolvaient rien. Les affichages numériques continuaient d'affirmer que tout était parfait, mais le moteur refusait de démarrer. C'est dans ce cauchemar technologique qu'est arrivé Franklin Torres, un homme de 74 ans dont les mains burinées racontaient des histoires que la Silicon Valley ne pourrait jamais déchiffrer. Sa combinaison était délavée au point d'être méconnaissable, rapiécée avec le genre de réparation qui suggérait des décennies de débrouillardise. Frank se déplaçait comme un homme qui avait appris la patience dans des endroits où l'impatience signifiait la mort. Le colonel Davison avait pris la décision de faire appel à Frank en dernier recours, se souvenant des histoires chuchotées par les anciens au sujet d'un mécanicien capable de ressusciter des machines mortes à l'aide de son intuition et de sa détermination obstinée. Frank avait servi 3 fois au Vietnam, 2 fois dans le Golfe Persique, et possédait une sagesse mécanique qui ne pouvait être téléchargée ni mise à jour. L'expression de Chen passa de la frustration à un mépris à peine dissimulé lorsqu'il vit le vieil homme s'approcher. Il incarnait tout ce qu'il méprisait dans la résistance de l'armée à la modernisation. Alors que Chen représentait la nouvelle génération de guerriers, axés sur les données, technologiquement sophistiqués, efficaces, Frank incarnait ce que Chen considérait comme une pensée obsolète d'une époque révolue. « Avec tout le respect que je vous dois, colonel, dit Chen, sans prendre la peine de cacher son scepticisme, mon équipe a examiné ce char avec des équipements capables de détecter des irrégularités au niveau moléculaire. Nous avons remplacé le système d'injection de carburant, changé l'unité de contrôle électronique et effectué des diagnostics qui rendraient la NASA jalouse. Ce dont nous n'avons pas besoin, c'est... » Il fit un geste dédaigneux en direction de Frank. De conjectures analogiques. Frank ne dit rien. Il se contenta de faire le tour du char, ses yeux s'attardant sur des détails qui n'avaient rien à voir avec les écrans d'ordinateur ou les codes de diagnostic. Il observait la posture de la machine, la façon dont elle reposait sur ses chenilles, les signes subtils qui en disaient plus long que n'importe quelle analyse numérique. Les jeunes mécaniciens se rassemblèrent à une distance respectueuse, leur confiance ébranlée par des jours d'échecs. Ils étaient la crème de la crème, formés aux dernières technologies, certifiés sur des systèmes que les générations précédentes pouvaient à peine comprendre. Pourtant, ils se tenaient là, vaincus par une machine qui affirmait être en bon état tout en refusant de fonctionner. La voix de Chen résonna dans le parc automobile comme un défi. « Monsieur, c'est une perte de temps pour tout le monde. Nous avons affaire à un moteur à turbine qui génère plus d'énergie qu'une petite ville. Ce n'est pas quelque chose que l'on répare avec une clé et de bonnes intentions. » Frank finit par s'arrêter. Il s'agenouilla à côté de la partie arrière du char, posant sa main burinée à plat sur le blindage. Ce geste semblait presque rituel, une communion entre l'homme et la machine qui transcendait le fossé numérique séparant les générations. Si vous trouvez cette histoire aussi captivante que nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va complètement redéfinir tout ce que vous pensez savoir sur l'expertise par rapport à l'expérience. Mais Chen n'avait pas fini d'humilier le vieil homme, et la prochaine action de Frank allait déclencher une confrontation qui allait révéler le véritable coût de l'arrogance technologique. Les lèvres de Chen se courbèrent en un rictus qui aurait fait la fierté d'un sergent instructeur. La vue de la main burinée de Frank appuyée contre le blindage du char représentait tout ce qu'il méprisait dans la tradition militaire, la superstition se faisant passer pour de l'expertise. Dans le monde de Chen, les machines parlaient en 1 et en 0, et non en secret chuchoté transmis par des paumes calleuses. « Bon sang !» marmonna Chen assez fort pour que son équipe l'entende. « Et ensuite, on va sacrifier un poulet et lire ses entrailles ?» Les jeunes mécaniciens se mirent mal à l'aise, partagés entre leur respect pour un officier supérieur et la prise de conscience croissante qu'ils étaient témoins de quelque chose qui leur semblait fondamentalement mauvais. Mais Chen ne faisait que commencer. 6 jours d'échecs avaient transformé sa frustration professionnelle en quelque chose de plus personnel, de plus venimeux. Ce vieil homme représentait tout ce qui n'allait pas dans une institution qui s'accrochait à une pensée dépassée alors que le monde avançait à la vitesse du numérique. « Monsieur, avec votre permission », s'adressa Chen au colonel Davison, qui observait l'échange avec un malaise croissant, « je voudrais souligner que M. Torres a probablement appris son métier à l'époque où ses chars fonctionnaient au diesel et aux bonnes intentions.
Le M1 Abrams est une merveille technologique qui nécessite des solutions technologiques. Pas. Chercha-t-il les mots empreints d'un mépris suffisant, pas ce que c'est censé être. Frank poursuivit son examen, totalement indifférent à cette attaque verbale. Il avait entendu des variantes de ce discours de la part de jeunes officiers pendant des décennies. Ils pensaient tous avoir inventé la compétence, comme si la confiance et les ordinateurs pouvaient remplacer le genre d'intuition mécanique qui ne venait que du sang versé sur des moteurs qui refusaient de coopérer. L'équipe de Shen commença à se détendre, leur embarras d'être éclipsé par un vieil homme laissant progressivement place à une confiance renouvelée dans la supériorité technologique de leur chef. Après tout, raisonnait-il, que pouvait bien savoir quelqu'un de l'époque du Vietnam sur la guerre moderne? L'ironie leur échappait complètement. Shen lui-même était le fils d'immigrants qui avaient fui un pays déchiré par la guerre, avec pour seul bagage leur détermination et les vêtements qu'ils portaient. Ses parents s'étaient construits une vie prospère à force de travail acharné et de dignité discrète, sans jamais exiger de reconnaissance ni attendre de traitement spécial. Et pourtant, leur fils, éduqué et privilégié, affichait exactement le genre d'arrogance qui lui avait appris à mépriser. « Vous savez quel est le vrai problème ici ?» continua Shen, haussant le ton à chaque mot. « Nous avons tellement peur de blesser les gens que nous perdons du temps et des ressources dans des solutions qui ont perdu toute pertinence il y a 20 ans. Ce n'est pas une Jeep de l'époque du Vietnam que l'on peut réparer avec un cintre et du ruban adhésif. C'est un système d'armement de 68 millions de dollars. » Le silence de Frank commençait à déstabiliser même les partisans de Shen. Le vieil homme avait absorbé chaque insulte, chaque rejet, chaque tentative d'humiliation sans broncher. Il a simplement poursuivi son examen méthodique, avec un calme déterminé qui suggérait qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Le soldat Rodriguez, l'un des plus jeunes mécaniciens de Shen, sentit un nœud familier se former dans son estomac. Il avait grandi en regardant son grand-père restaurer des voitures anciennes dans un petit garage derrière leur maison, apprenant que certaines connaissances ne pouvaient être trouvées sur Google ou téléchargées. Les mains de son grand-père avaient la même assurance tranquille qu'il observait maintenant. Mais Shen n'avait pas fini de démanteler ce qu'il considérait comme une nostalgie dangereuse. La vérité, messieurs, c'est que ce sentiment n'a pas sa place dans la guerre moderne. Nous n'avons pas le temps pour des histoires réconfortantes sur le bon vieux temps où les hommes étaient des hommes et les machines étaient simples. Nous avons des calendriers à respecter, des missions à soutenir et une armée du XXIe siècle à entretenir. Il fit un geste théâtral en direction de Frank, avec un mépris ostensible. Ce que nous voyons ici, c'est l'équivalent militaire d'apporter un mousquet à un combat de drone. Respectueux? Peut-être. Pratique? Absolument pas. Frank se redressa enfin, époussetant ses genoux avec des mouvements qui suggéraient qu'il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. Pour la première fois depuis son arrivée, il prit la parole, sa voix empreinte d'une autorité tranquille qui incita tout le monde à se pencher pour l'écouter. « Mon garçon, » dit Frank en regardant Shen droit dans les yeux, « vous parlez de la guerre moderne comme si vous l'aviez inventée. » Le défi flottait dans l'air comme la fumée d'un canon tiré, et la réponse de Shen allait révéler à quel point son arrogance était profonde. Les paroles de Frank frappèrent Shen comme une gifle sur son uniforme parfaitement repassé. L'audace de cette relique, cette pièce de musée en combinaison, qui osait défier un sergent décoré devant sa propre équipe, dépassait l'entendement. Le visage de Shen devint rouge, son image soigneusement construite de supériorité technologique lui semblant soudain aussi fragile que du papier de soie. « Pardon. » Shen s'avança, sa voix se réduisant à un murmure dangereux. « Vous voulez me donner des leçons sur la guerre moderne, vieil homme? J'ai été déployé 2 fois en Afghanistan, j'ai coordonné des opérations de maintenance qui ont permis à des divisions blindées entières de continuer à rouler en territoire hostile. Qu'avez-vous fait récemment, à part raconter des histoires de guerre à l'association des anciens combattants ?» Frank fouilla dans sa combinaison et en sortit une petite pochette en cuir, usée par des décennies d'utilisation. À l'intérieur, nichés dans un tissu doux, se trouvaient des outils qui semblaient appartenir à un musée plutôt qu'à un parc automobile. Des outils forgés à la main avec une précision qui ne pouvait provenir que d'une nécessité désespérée et d'une connaissance intime des pannes mécaniques. Shen eut un éclat de rire incrédule. « Vous plaisantez ? Ces outils semblent avoir été fabriqués dans une forge. Ce char fonctionne avec des systèmes contrôlés par ordinateur qui nécessitent un équipement de diagnostic valant plus cher que la plupart des voitures. Vous allez le réparer avec des antiquités ?» Mais quelque chose avait changé dans l'attitude de Frank. Le vieil homme calme qui avait absorbé les insultes et le mépris avait disparu, remplacé par quelqu'un dont la simple présence semblait changer l'atmosphère autour du char. Ses mouvements étaient devenus plus délibérés, plus déterminés, empreints d'une confiance qui ne pouvait être feinte ou téléchargée. Frank choisit un outil, une sonde métallique incurvée qui brillait malgré son âge évident.
Il se dirigea vers une partie du char que l'équipe de Chen avait déjà examinée 3 fois avec son équipement sophistiqué. L'ironie de la situation n'échappa à personne. Les ordinateurs de diagnostic les plus avancés au monde avaient déclaré cette zone parfaitement fonctionnelle. « Monsieur, je vais devoir insister pour que vous ne touchiez à rien », lança Chen, son autorité semblant plus désespérée à chaque mot. Il s'agit d'un équipement qui vaut plusieurs millions de dollars, pas d'un tracteur agricole que vous pouvez bricoler. Un seul faux mouvement et vous pourriez causer des dommages qui prendraient des semaines à réparer. Frank l'ignora complètement. Il appuya l'outil contre un point précis au fond du compartiment moteur, son visage buriné prenant une expression de concentration intense. C'était comme s'il écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre, sentant des vibrations que leurs instruments n'avaient pas détectées. Le soldat Rodriguez observait avec fascination la technique de Frank, qui lui rappelait quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Puis il comprit. Son grand-père travaillant sur ses voitures classiques, la façon dont les mains du vieil homme semblaient communiquer directement avec les machines, contournant tout le bruit et la complexité pour trouver la simple vérité qui se cachait en dessous. « Vous savez quel est votre problème » dit Frank sans lever les yeux de son travail. « Vous pensez que le bruit est la même chose que le signal. Tous ces ordinateurs, tous ces codes de diagnostic, tous ces clignotements et ces bips, ce n'est que du bruit. La machine essaie de vous dire ce qui ne va pas depuis le début, mais vous êtes trop occupé à écouter votre équipement pour entendre ce qu'elle dit réellement. » L'équipe de Chen échangea des regards, leur foi inébranlable en leur chef commençant à montrer des fissures. 6 jours d'échec avaient eu pour effet de faire douter même les techniciens les plus confiants. Et il y avait quelque chose dans la certitude absolue de Frank qu'il était impossible d'ignorer complètement. « Ça suffit », déclara Chen, sa voix trahissant l'agacement d'un homme dont le monde commençait à basculer. « Je me fiche de ce qu'a dit le colonel Davison. Je ne vais pas rester ici à regarder un retraité jouer avec un système d'armement dont mon équipe est chargée de l'entretien. » Il saisit sa radio, prêt à appeler les forces de sécurité pour faire sortir Frank du parc automobile. C'était la solution radicale, le genre de décision qui allait soit renforcer son autorité, soit détruire complètement sa carrière. Mais Frank avait déjà trouvé ce qu'il cherchait, et ce qui allait suivre allait transformer le moment de triomphe de Chen en l'expérience la plus humiliante de sa carrière militaire. Le son émis par l'ancien outil de Frank était à peine perceptible, un petit cliquetis métallique qui aurait pu être confondu avec un rivet qui se tasse sous du métal qui refroidit. Mais le visage buriné de Frank se transforma instantanément, ses yeux s'illuminant d'une reconnaissance qui venait de 5 décennies de communion mécanique. « Là », dit-il simplement, en montrant un endroit situé au fond du compartiment moteur qui semblait identique à tout ce qui l'entourait. Une fissure capillaire dans le raccord du collecteur de carburant. Elle s'ouvre sous l'effet de la contrainte thermique et se referme lorsque le système refroidit. Vos ordinateurs ne peuvent pas la détecter car elle n'est pas cassée lorsque vous effectuez vos tests. La radio de Chen se mit à grésiller avant qu'il n'ait pu passer son appel. « Sergent-chef Chen, ici le commandement. Sachez qu'un visiteur prioritaire arrive à votre emplacement. Ne prenez aucune mesure concernant le contractant civil jusqu'à nouvel ordre. Je répète, ne prenez aucune mesure. » Le moment ne pouvait pas être pire pour l'autorité de Chen, qui s'effritait rapidement. Il baissa sa radio, regardant un puissant Frank poursuivre son examen avec une précision systématique qui témoignait de décennies d'expérience dans la résolution de problèmes impossibles dans des conditions impossibles. « Monsieur, c'est impossible », protesta Chen, sa voix perdant son ton agressif. « Nous avons effectué une imagerie thermique sur toute cette section. Nous avons testé la pression de chaque raccord du système de carburant. Il n'y a aucune fracture. » Frank choisit un autre outil dans sa pochette en cuir, celui-ci ressemblant à un diapason fabriqué par quelqu'un qui comprenait les harmoniques d'une manière que les manuels d'ingénierie ne pouvaient pas saisir. Il le frappa doucement contre la coque du réservoir et le tint près du raccord suspect, écoutant les résonances qui existaient au-delà de la portée des capteurs numériques. « Fracture de fatigue », répéta Frank, sa voix empreinte d'une certitude tranquille qui rendait toute discussion inutile. Probablement survenue lors du dernier exercice sur le terrain. Fatigue du métal due à des cycles thermiques répétés. Votre équipement de diagnostic recherche des états binaires, en état de marche ou en panne. Mais les machines ne tombent pas en panne comme des interrupteurs. Elles tombent en panne comme les relations, lentement, silencieusement, jusqu'au jour où elles s'arrêtent tout simplement. La foule grandissante de mécaniciens et de personnel de soutien commença à murmurer. La rumeur se répandait dans le parc automobile qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, que la réparation impossible était sur le point de devenir possible. Le monde de Chen s'écroulait en temps réel, mais il ne pouvait s'empêcher d'aggraver la situation. Même si vous avez raison, ce qui n'est pas le cas, cet accouplement est conçu pour des températures qui feraient fondre l'acier. Les calculs de contraintes thermiques à eux seuls nécessiteraient une modélisation informatique qui... Fiston,
L'interrompit Franck, et la douceur de sa voix était en quelque sorte plus dévastatrice que n'importe quel cri aurait pu l'être. Je réparais des choses qui n'étaient pas censées être réparables avant même que tu sois né. J'ai reconstruit des moteurs de char dans une chaleur désertique qui aurait tué un homme, sous des tirs d'artillerie qui t'auraient fait mouiller ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'un ordinateur pour me dire à quoi ressemble le métal quand il est en train de mourir. Un SUV noir s'arrêta devant le parc automobile, ses plaques d'immatriculation gouvernementale et ses antennes radio annonçant l'arrivée d'une personne au placé. Le colonel Davison sortit du siège passager, suivi d'un homme en civil qui se déplaçait avec une énergie contenue suggérant une importante expérience militaire. Le civil était plus âgé, peut-être dans la soixantaine, mais son attitude imposait le respect. Il observa la scène d'un regard perçant qui ne manquait rien. La foule rassemblée, la posture défensive de Chen, le calme et la concentration de Franck face au char. « Où est Franklin Torres ?» demanda l'homme d'une voix autoritaire qui fit se redresser tout le monde. Franck leva les yeux de son travail, une lueur de reconnaissance traversant son visage buriné. « Eh bien, que je sois damné. Johnny Castellano. J'ai entendu dire que vous étiez devenu général. » Le civil, apparemment le général Castellano, sourit d'un air sinistre. « À la retraite maintenant. Je travaille pour le Pentagone en tant que conseiller spécial sur l'intégration des systèmes mécaniques. » Il fit un geste vers le char silencieux. « J'ai entendu dire que les meilleurs de l'armée n'avaient pas réussi à comprendre ce qui n'allait pas avec cette bête. » Franck haussa les épaules. Une fissure dans le collecteur de carburant. Rien d'extraordinaire. Chen ouvrit et ferma la bouche comme un poisson haletant. L'idée que ce vieil homme puisse avoir raison, que son équipe sophistiquée ait été surpassée par des outils antiques et l'intuition, dépassait sa capacité de compréhension. Si vous regardez cette histoire se dérouler et que vous reconnaissez l'arrogance dangereuse qui consiste à rejeter l'expérience au profit d'une technologie tapax en grave-l'œil, cliquez sur le bouton s'abonner, car ce qui va se passer ensuite révélera le véritable coût de l'orgueil technologique de la manière la plus dévastatrice qui soit. Les paroles suivantes du général Castellano allaient non seulement confirmer le diagnostic de Franck, mais aussi révéler une vérité sur l'expertise qui allait hanter Chen pour le reste de sa carrière. Le général Castellano s'approcha du char d'un pas décidé, comme s'il savait exactement ce qu'il allait trouver. Il s'agenouilla à côté de Franck et examina le raccord à l'aide d'une loupe qu'il sortit de la poche de sa veste comme un accessoire de magicien. « Fracture due à une contrainte thermique », confirma Castellano après 30 secondes d'examen. Une micro-fissure qui ne s'ouvre que dans des conditions de chaleur et de pression spécifiques. Un cas classique de fatigue du métal que vos diagnostics standards ne détecteraient pas du tout. Il se leva, s'épousta les mains et se tourna vers Chen avec le genre de sourire qui précède les exécutions professionnelles. « Sergent-chef, je vous présente Franklin Torres. 3 missions au Vietnam, 2 dans le désert, 1 en Irak. L'homme qui, à lui seul, a permis à la première division blindée de continuer à avancer dans la brèche de Fulda alors que tous leurs systèmes informatiques avaient été détruits par une impulsion électromagnétique. Le mécanicien qui a reconstruit le moteur d'un char M60 détruit à l'aide de pièces récupérées sur un camion incendié, sauvant ainsi tout un peloton d'une contre-attaque ennemie. » Le visage de Chen était passé du rouge au blanc, puis à un vert maladif, à mesure qu'il prenait conscience de l'ampleur de son arrogance. Ce n'était pas n'importe quel vieil homme, mais une légende vivante dont la réputation était chuchotée dans les parcs automobiles depuis des décennies. « Franck détient le record des réparations sur le terrain en conditions de combat », a poursuivi Castellano, d'une voix empreinte d'une menace tranquille réservée aux occasions spéciales. « Quand j'étais lieutenant, tout juste sorti de West Point et bête comme épied, j'ai vu cet homme ressusciter un char qui avait reçu un tir direct de RPG dans le compartiment moteur. Il n'a utilisé qu'un chalumeau, du métal récupéré et des connaissances qui ne s'apprennent dans aucune salle de classe. » Franck avait déjà commencé la réparation, travaillant avec des mouvements si efficaces qu'ils semblaient chorégraphiés. Aucun mouvement inutile, aucune hésitation, juste l'intégration parfaite de l'expérience et de l'intuition qui viennent d'une vie passée à rendre l'impossible routinier. « Il faudra remplacer l'accouplement, » dit Franck sans lever les yeux. « Mais je peux bricoler un contournement temporaire qui vous permettra de fonctionner en attendant les pièces. Donnez-moi 20 minutes. » Chen regarda en silence, stupéfait, les outils anciens de Franck accomplirent ce que des jours de diagnostic sophistiqués n'avaient pas réussi à faire. La réparation était d'une simplicité élégante, une véritable leçon de maîtrise en improvisation mécanique qui aurait impressionné les ingénieurs de toutes les époques. Le soldat Rodriguez s'avança, ne pouvant plus contenir sa curiosité. « Monsieur Torres, comment avez-vous su ou cherché ? Notre imagerie thermique montrait que cette section était parfaitement normale. » Franck interrompit son travail, réfléchissant à la question avec le sérieux qu'elle méritait. « Mon garçon, les machines ne mentent pas, mais elles ne disent pas toujours toute la vérité non plus.
Votre équipement peut voir ce qui se passe à l'instant présent, mais il ne peut pas voir ce qui va se passer lorsque le stress, la chaleur et le temps s'accumulent de manière défavorable. Cela demande de l'expérience, et l'expérience ne peut pas être téléchargée. 23 minutes plus tard, le M1 Abrams rugit, émettant un son qui fut une musique pour les oreilles de toutes les personnes présentes. Le moteur se stabilisa à un ralenti parfait et puissant, signe que l'harmonie mécanique était rétablie. Le fantôme dans la machine avait été exorcisé par quelqu'un qui comprenait que la véritable expertise ne consistait pas à disposer des équipements les plus récents, mais à avoir la sagesse de savoir quand ne pas leur faire confiance. Le colonel Davison s'adressa à la foule rassemblée, sa voix résonnant dans le parc automobile avec l'autorité d'un terrain de parade. « Messieurs, vous venez d'assister à une leçon magistrale sur la différence entre savoir et comprendre. Sergent-chef Chen, vous et votre équipe assisterez à un séminaire obligatoire sur les techniques de diagnostic intégré, combinant l'évaluation mécanique traditionnelle et les outils technologiques modernes. » La punition de Chen n'était pas une mesure disciplinaire, mais une formation. Il passerait le mois suivant à apprendre auprès de Frank, découvrant que la véritable expertise ne venait pas du rejet des anciennes méthodes, mais de leur intégration aux nouvelles. Quelques semaines plus tard, l'atmosphère était plus calme. Dans l'atelier du parc automobile, Chen travaillait aux côtés de Frank, apprenant à sentir les vibrations subtiles qui en disaient plus long que n'importe quel affichage informatique. Ses mouvements étaient encore maladroits, incertains, mais pour la première fois, il écoutait au lieu de simplement entendre. « Ne luttez pas contre la machine », disait Frank en guidant les mains de Chen alors qu'il réglait une valve récalcitrante. « Travaillez avec elle. Tout ce qui est mécanique a un rythme, une personnalité. Votre travail n'est pas de la dominer, mais de la comprendre. » Sous la guidance patiente de Frank, Chen commença à saisir des concepts qui ne pouvaient être codés ou programmés. L'atelier devint un pont entre les générations, où la sophistication technologique apprenait à danser avec l'intuition mécanique. L'histoire de Frank nous rappelle que l'outil de diagnostic le plus puissant jamais créé ne se trouve pas dans un laboratoire informatique, mais dans les mains expertes et l'esprit ouvert de quelqu'un qui comprend que la sagesse et la technologie ne sont pas des ennemis, mais des partenaires. La véritable maîtrise ne vient pas du choix entre l'ancien et le nouveau, mais de la capacité à savoir quand utiliser chacun d'eux. Si cette histoire de sagesse inattendue et de respect durement gagné vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui comprend que les leçons les plus précieuses viennent souvent des enseignants les plus inattendus.